Salut les gens, bienvenue dans l'épisode 4 de la revue de la semaine qu'on organise maintenant depuis quelques temps, qui permet de retracer un peu l'actualité qui nous a tous préoccupés et aussi des remontées que j'ai au fur et à mesure des gens que je rencontre dans le cadre de la campagne que je mène dans le 13e et 14e arrondissement de Paris en vue d'être député. Alors on retrouve comme toutes les semaines Mel qui va poser les questions qui lui ont traversé un peu l'esprit, mais aussi les remontées de terrain qu'on a eues, comme je viens justement de l'expliciter. Bonjour Rodrigo, Salut. Gros sujet d'actu de cette semaine, c'est quand même la nomination du nouveau gouvernement. Et pour un groupe politique qui s'appelle Renaissance, j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de recyclage, non ? En fait, moi je vais pas être dans le commentaire un peu mainstream qui s'est passé dans tous les médias. Ce qui me préoccupe surtout, c'est que sur le terrain, toutes les personnes me font remonter les questions du logement. D'ailleurs, c'est un peu normal puisque, comme tout le monde le sait, c'est le premier poste de dépense dans les familles, c'est la question du logement. Et c'est assez surprenant, d'autant plus qu'en 2017, Emmanuel Macron disait que grâce à lui, au bout d'un an, à la fin de l'année 2017, il n'y aurait plus d'SDF et plus personne ne serait mal logé en France. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. On voit bien qu'entre la parole et les actes, on a un peu bugué au niveau du quinquennat qui vient de s'achever. Donc ce qui inquiète dans cette histoire-là, c'est que comme tout le monde a pu le voir, et d'ailleurs ça a été dénoncé par l'essentiel des acteurs du monde du logement, eh bien il n'y a pas de ministre du logement. Et ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, le nombre de SDF a doublé pendant le dernier quinquennat. Et on sait qu'il y a plus de 4 millions de nos concitoyennes et nos concitoyens, surtout de nos concitoyennes d'ailleurs avec des enfants à charge, qui sont soit mal logés ou non logés dans notre pays. Donc ne pas mettre en sens politique fort la question du logement dans le gouvernement, eh bien c'est un non-sens social, un non-sens économique et un non-sens aussi de prendre soin de celles et ceux qui sont dans une situation difficile dans notre pays. Toujours sur le nouveau gouvernement, Pape Ndiaye vient d'être nommé ministre de l'Éducation nationale. Il a été décrit comme l'anti-Blanquer. Tu trouves pas ça un peu curieux, toi, comme nomination ? Je pense qu'il y a 3 sujets sur la nomination de M. Pape Ndiaye. La première, c'est que on a vu cette déferlante de haine raciste, xénophobe qui est tombée sur lui. Et d'ailleurs, ça en dit long sur certaines parties de notre classe politique, notamment celle d'extrême droite, qui n'accepte pas la France telle qu'elle est et qui veut à tout prix la rendre homogène et à l'image de ce qu'il voudrait qu'elle soit. Bon, pas de chance, la France existe, indépendamment d'eux, et on va continuer à avancer. Le deuxième sujet là-dessus, c'est que, oui, ça montre qu'il y a un choix entre une personnalité qui a fait un excellent travail à la Porte Dorée, notamment sur les questions d'immigration et l'histoire de France, qui montre bien une vision universaliste en fait, de notre pays, inscrit dans un monde qui existe lui aussi. Donc ceux qui ont la nostalgie d'une France recroquevillée sur elle-même, mauvaise nouvelle, le monde c'est pas ça, la France c'est pas ça, et Pape Ndiaye incarne cet universalisme, incarne cette France ouverte sur le monde, et d'ailleurs c'est l'histoire de la France. Oui, il prend le contre-pied de l'idéologie Jean-Michel Blanquer et de toutes les officines qui ont tourné autour de lui, je pense notamment au Prato républicain, mais pas seulement, qui ont voulu désigner une sorte d'ennemi de l'intérieur et qui finalement ont clivé la France en faisant croire qu'une partie de la population n'était pas capable de s'intégrer en France. Donc tous ces sujets-là sont un peu balayés d'un point de vue du sens et du symbole aujourd'hui par la nomination de M. Pape Ndiaye, mais pour autant ça indique le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que en faisant cette nomination, Emmanuel Macron montre qu'il n'y a pas de réelle colonne vertébrale sur le sens de l'école de la République. Parce que quand on met à la tête du principal ministère de la France pour préparer l'avenir, parce qu'on parle des enfants, on parle de l'avenir de notre pays, on parle des enseignants, on parle des personnels éducatifs, on ne peut pas faire en même temps Jean-Michel Blanquer et en même temps Pape Ndiaye. C'est pas possible de faire ça. Donc ça montre que sur cette question-là, son problème n'est pas tellement le sens, mais plutôt l'objet. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur la question de la commercialisation de l'école, c'est-à-dire de créer des inégalités entre les enfants par rapport aux revenus qu'ont les parents. Ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on fait l'école quand des enfants vont parfois à l'école et qu'ils n'ont pas de remplaçants pour les enseignants qui ne sont pas remplacés, et que ça crée une vraie rupture d'égalité entre les élèves. Donc toutes ces questions-là montrent bien que Emmanuel Macron n'est pas très clair sur ce sujet-là.
L'autre exemple d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, c'est par exemple ce qu'il a déclaré et qu'il affirme noir sur blanc dans son programme, qui est la question des AESH, c'est-à-dire les personnes qui à l'école s'occupent des enfants porteurs de handicap. Quand il dit que ces personnes doivent travailler 35 heures, eh bien ça montre qu'il ne comprend pas ce qu'est le métier de AESH. Un enfant d'ailleurs va 24 heures à l'école, donc les faire travailler 35 heures, bon, au-delà que techniquement ça ne marche pas, c'est qu'on ne peut pas demander à un être humain de travailler 35 heures avec des enfants qui ont des pathologies lourdes. Sauf si on veut les emmener au burn-out ou les finir au Lexomil. C'est pas ça la situation. D'autant plus que pour les faire travailler 35 heures, ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent sur plusieurs enfants avec des pathologies ou des handicaps qui sont parfois lourds ou moins lourds et qu'elles ne sont pas forcément formées à toutes ces différences de handicap. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas d'autant plus que c'est un vrai sujet sur la question de la vision de la femme qu'a Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que ce métier est fondamentalement composé à plus de 90% par des femmes. Donc quand on veut faire passer 35 heures ces femmes dans des conditions qui ne sont pas favorables aux enfants, ça veut dire qu'on va précariser toute cette population qui font partie d'ailleurs des personnels les plus fragiles de l'école. Alors, on va se mettre à l'aise. Moi je suis pour les 35 heures. Mais 35 heures pour un métier pénible comme AESH, avec tout ce que ça provoque comme préoccupation mentale par rapport à ces femmes qui s'occupent de ces enfants-là, juste, il ne sait pas de quoi il parle. Et je suis très surpris qu'il se soit entouré de personnes qui ne lui aient pas expliqué de quoi on s'arge. Moi, je l'invite à discuter avec les syndicats d'enseignants qui aujourd'hui prennent ces affaires à bras-le-corps. Donc ça montre aussi que pendant 5 ans, il n'a pas travaillé avec les organisations représentatives parce que toutes s'accordent à dire qu'on ne peut pas mettre des personnels travailler 35 heures avec des enfants porteurs de handicap. Maintenant, vous savez, nous on aspire à gouverner, à la NUPS, qu'on est prêt, qu'il y a un programme qui est en téléchargement libre, sur lesquels toutes les organisations de gauche et écologistes se sont mises d'accord, où il y a des points de consensus, il y a aussi quelques points de dissensus, et je souhaite bon courage à M. Ndiaye pour s'attaquer à la question du recrutement des enseignants, qui aujourd'hui ne font pas le plein dans les concours de recrutement, au salaire des enseignants, qui aujourd'hui sont en dessous des moyennes de la P2CDE, à la question du remplacement des enseignants quand ils sont amenés à être absents. Voyez toutes ces questions qui sont au cœur de ce que vivent les parents, de ce que vivent les élèves, de ce que vivent les enseignants. Et je l'invite par contre à prendre tout de suite, par décret, comme il le souhaite, en accord avec le président de la République, pour mettre un moratoire à la rentrée scolaire de septembre. Pourquoi ? Parce que par exemple, rien qu'à Paris, il y a 78 fermetures de classes qui sont prévues. Qui peut raisonnablement fermer des classes à la rentrée scolaire après ce qu'on vient de subir lié au Covid ? Retard d'apprentissage, problèmes psycho-affectifs, retard cognitif. Toutes ces questions-là sont au cœur de l'école. Donc oui, il a le pouvoir aujourd'hui, en tant que ministre de l'Éducation nationale, de, pendant un mois, d'interdire les fermetures de classes à l'échelle de l'Hexagone. Il a ce pouvoir-là, qu'il le prenne. Je soutiendrai cette mesure-là. Mais je souhaite bon courage parce que l'essentiel des mesures que je viens de citer, il aura un problème budgétaire. Donc je souhaite bon courage pour, dans les discussions avec Bruno Le Maire, d'obtenir les budgets nécessaires, budgets qui parfois ont manqué dans le quinquennat précédent, parce que la question numéro 1 de l'école, c'est qu'il faut arrêter impérativement de faire des économies sur le dos des enfants, et en comptant sur le bon vouloir des enseignants, de faire fonctionner l'école en mettant plus que leur salaire dans leur métier. Puisqu'on parle d'éducation, tu as reçu un message d'un sympathisant qui est préoccupé par le manque de mixité sociale à l'école. Qu'est-ce qu'on lui répond ? La question de la mixité sociale, en fait, c'est que la France, elle s'est construite, d'un point de vue urbanistique, sur l'entre-soi social. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers de CSP+, des quartiers de CSP-, voilà, en fait, de riches et de pauvres, parce que CSP, c'est un truc politiquement correct. D'ailleurs, cette question, elle se pose surtout dans les milieux urbains. Parce que quand on sort un peu, par exemple, de l'agglomération parisienne, quand il n'y a qu'un seul collège ou une seule école pour une grande population, bah, ils vont tous à la même école et ça ne se pose pas. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on repense l'urbanisme de façon à avoir des quartiers mixtes, pour avoir des établissements mixtes. Parce qu'on sait faire globalement les pauvres chez les riches, parce que la France se structure beaucoup sur la charité. Aujourd'hui, moi je parle beaucoup de charité républicaine, mais d'une certaine façon, faire par contre les riches chez les pauvres, alors là,
Il y a des cartes scolaires sur les collèges où c'est l'explosion sociale, quoi, où ça devient violent, même ça devient physique parfois. Donc il va falloir accepter le temps long. Il va falloir accepter, mais engager des réformes, notamment sur le logement, dont on a parlé tout à l'heure, très profondes, de façon à ce qu'on n'ait plus ces quartiers où il n'y a que des riches, que des pauvres ou que des classes moyennes. Il va falloir se mixer. Et on ne s'en sortira pas si on ne fait pas ça. Et d'ailleurs, c'est tellement ancré culturellement ce côté, il faut aller dans les établissements des riches pour s'en sortir, que si on prend l'exemple du collège du Mirail à Toulouse, où le collège a été fermé parce que la mauvaise réputation, parce que pas assez de moyens, etc., tout le monde aujourd'hui applaudit d'avoir fermé un collège parce que les enfants vont être répartis dans les établissements qui ont meilleure réputation. Mais quel échec pour la République, quel échec pour notre pays d'accepter que pour permettre aux enfants de pouvoir avoir un avenir, il faut fermer un établissement, au cœur d'un quartier. Donc la question, c'est arrêter le renoncement. Il va falloir résolument s'y attaquer, mais il va falloir accepter le temps long. Mais accepter le temps long, ça ne peut pas se faire non plus sans faire une vraie révolution culturelle sur l'école. Pourquoi ? L'école française fonctionne essentiellement sur l'élimination scolaire des mauvais élèves. Mais ces mauvais élèves, ce n'est pas des mauvais travailleurs, ce n'est pas des mauvais citoyens. D'ailleurs, moi j'en ai rencontré plein dans les mouvements associatifs, des hommes et des femmes qui n'avaient pas forcément un diplôme extraordinaire, mais qui s'occupaient de nos concitoyens en difficulté tous les jours. Donc, vous voyez, c'est cette matrice-là qu'il va falloir changer. Parce que si on a des établissements dans lesquels les enfants viennent de catégories sociales des parents différents, et qu'on leur apprend à vivre ensemble, en fait c'est une chance. C'est une chance pourquoi ? Parce que quand ils vont sortir de l'école, diplômés ou pas, eh ben, ils vont se retrouver dans les mêmes entreprises, dans les mêmes quartiers, dans le même pays. Donc si on leur apprend à vivre ensemble à l'école, eh ben, on a une chance qu'une fois sortis de l'école, ça deviendra des adultes, des citoyens, qui auront appris à vivre ensemble, mais pas en se regardant de travers parce qu'ils n'ont pas le même compte en banque. Pas en se regardant de travers parce qu'ils ne sont pas du bon sexe. Pas en se regardant de travers parce qu'ils ne sont pas issus du bon quartier. Et c'est ça qui fera la richesse de la France. C'est ça qui permettra aussi de se sortir et de s'adapter au monde qui vient. Pourquoi ? Parce que le monde qui arrive avec le réchauffement climatique, avec les guerres qui sont aujourd'hui notre quotidien, notamment je pense à l'Ukraine, toutes ces situations de conflit, eh ben, on a besoin d'une école qui apprenne la coopération. On ne peut plus continuer, si on veut sortir de l'entre-soi social, d'avoir une école qui crée de la distinction. Et donc, c'est ça aujourd'hui qu'il va falloir prendre à bas-le-corps, avoir une école qui réconcilie et arrêter d'avoir une école qui sépare. Voilà les gens, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode 4 de la télé qu'on met en place dans cette campagne électorale. Si vous avez des suggestions ou des idées, des sujets qu'on voulait qu'on aborde, n'hésitez pas d'utiliser les petits commentaires ici ou alors sur mes réseaux sociaux. Et ensuite, vous dire que vous pouvez tout à fait rencontrer tous les candidats de la nouvelle Union populaire pour leur poser des questions sur le programme et les solutions qu'on porte pour la France. Voilà, donc la démocratie c'est maintenant. Le 12 juin, allez voter, parce que la pire des choses qui peut arriver, c'est qu'on dise que les gens n'ont pas voté et qu'on se désintéresse de la démocratie en France. C'est pas le cas, votons tous ensemble pour faire en sorte que la France s'en sorte. Et vous savez que moi, pour ce qui me concerne, eh ben, la nouvelle Union populaire, c'est la solution qu'il nous faut.